Oula, alors je suis un gars tout fraîchement débarqué dans le monde de la bande dessinée, puisque j'ai commencé il y a, 2 ans, à sortir des bandes dessinées chez les éditions Paquet. J'avais sorti quelques bouquins auparavant, mais qui sont restés très confidentiels et localisés dans ma petite région de Haute-Savoie. Donc c'est vrai que j'arrive et je suis très content d'être là. J'ai commencé à 42 ans, donc je pense que j'ai fait quelques expériences avant. C'est vrai que j'ai toujours dessiné. J'ai toujours mené j'ai toujours fait de la com un petit peu, j'ai toujours fait des expos pour des musées et j'ai un peu mûri mon trait au fur et à mesure. Et quand je me suis lancé, en fait, dans le grand bain, j'ai carrément abandonné mon métier d'avant, qui était dans la fonction publique. Donc quitter la fonction publique après 20 ans de confort, c'est un peu un risque, mais voilà, j'étais tellement heureux de pouvoir le faire enfin, d'avoir l'occasion de me lancer que ça a été sans aucune arrière-pensée, et puis maintenant je suis très content que ça existe. J'étais douanier, donc voilà, j'étais à la frontière franco-suisse en Haute-Savoie, et en fait tout s'est enchaîné après la suppression du bureau dans lequel je bossais. Et après ça, j'ai été recruté d'abord par la municipalité du coin qui avait racheté mon bureau pour que je le transforme en musée de la contrebande. J'étais douanier, j'ai fait un musée sur la contrebande parce que je m'intéressais à l'histoire et je faisais du dessin, donc c'était une bonne combinaison pour proposer ce projet. Et puis au bout de 2 ans et demi de travail avec eux, j'ai décidé de me mettre en disponibilité et de me lancer complètement dans la BD. Alors moi je suis arrivé vraiment comme un électron libre là au milieu, c'est-à-dire que Olivier Marin avait créé sa série depuis 2009, la série Les Enquêtes auto de Margot, et cette série fonctionne bien. Mais elle était un peu à l'arrêt depuis 2012-2013, après la sortie du 4e tome. Et Pierre Paquet avait demandé à Olivier peut-être d'imaginer une autre série, donc un crossover comme tu dis, sur la base de Margot, c'est-à-dire c'est la cousine de Margot. C'est l'antithèse de Margot. Margot est brune, bourgeoise, journaliste. Betsy est blonde, provinciale et les mains dans le cambouis. Et donc il avait déjà écrit un scénario complet pour la première aventure de Betsy, et il cherchait un dessinateur. Et il se trouve que les réseaux Facebook, ça peut servir à quelque chose pour ça. On avait en commun un ami, on ne se connaissait pas directement, mais on avait un ami en commun sur Facebook qui nous a mis en relation. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Je trouvais que le concept d'Olivier était super intéressant, c'est-à-dire qu'il s'est basé sur l'existence de Fritz Schlumpf. Les frères Schlumpf, c'était deux frères un peu allumés qui avaient des industries de filature en Alsace et qui ont dilapidé quasiment toute leur fortune en achetant des vieilles voitures pour leur collection personnelle. Ils ont eu énormément de problèmes avec ça, leur industrie a périclité et toute leur collection a été saisie et est devenue aujourd'hui finalement la Cité de l'Auto à Mulhouse. Ce gigantesque musée qui comporte plus de 500 voitures, 500 vieilles voitures complètement rares et exceptionnelles. Et donc Olivier s'est basé sur ce personnage réel pour créer la série. C'est-à-dire que Betsy devient au fur et à mesure l'enquêtrice fétiche de Schlumpf pour lui trouver des vieilles voitures. Et là, dans le tome 2, elle part à la recherche d'une vieille Rolls qui se trouve à la Cité de l'Auto. Donc toutes les voitures qu'on va aborder sont à la Cité de l'Auto, mais on leur invente une histoire. Voilà. Parce que Fritz sera le commanditaire à chaque fois de Betsy. Son père, au départ, est le rabatteur de Schlumpf et Betsy devient son enquêtrice au fur et à mesure. Alors là, on a le tome 3 qui nous a été commandé, donc on va continuer. Donc j'espère que les ventes seront assez bonnes pour que Pierre Paquet décide que la série continue. A priori c'est bien parti puisqu'on a lancé la réimpression du premier avec la sortie du 2 et le premier avait été édité à 8000, donc ça veut dire que ça s'est quand même un peu vendu. Ouais, c'est le but du jeu, ouais. Soit au début, soit à la fin. Dans le premier, elle assure l'affiliation entre les deux séries. Et dans le 2, elle apparaît à la fin pour clore l'histoire. Alors là, je travaille actuellement avec une maison d'édition normande qui s'appelle les éditions Orep sur une BD sur la Première Guerre mondiale. Alors ça fait un peu éculé de faire de la Première Guerre mondiale, mais j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet-là. Et ça sortira à Pâques de l'année prochaine, juste avant que je me mette à travailler sur le tome 3 de Betsy. Et puis moi, j'élabore en ce moment un scénario qui m'est cher dans le monde de la contrebande, de la douane, dans les années 20, dans un petit village à la frontière franco-suisse. Un endroit où j'ai pas mal de documentation, quoi. Donc, c'est une histoire qui me tient à cœur parce que je trouve qu'on a beaucoup de choses à raconter dans ce domaine-là. Et c'est jamais trop abordé.
c'est souvent des petites scènes qui se passent dans des BD, mais des clins d'œil. Moi j'aimerais en faire un ressort principal pour une histoire. Les histoires de douane, de contrebande sont très très intéressantes, elles peuvent apporter beaucoup de choses. Alors moi ce qui m'inspire, c'est vrai qu'on a toujours tendance à essayer de chercher des noms de gars qui sont peut-être pas très connus du grand public et tout ça, mais bon, t'as Franquin, t'as Uderzo d'abord, et puis après, moi j'adore Frank P. Frank P, pour moi, c'est un génie absolu. Il me fait rêver ce type-là. J'adore la nature et quand je vois comment il la dessine, je suis fan absolu. Et puis après, dans la manière de raconter des histoires, moi j'ai adoré, par exemple, les 5 tomes du Marquis d'Anaon. Et je comprends pas pourquoi cette série n'a pas fonctionné, parce qu'il paraît qu'elle ne fonctionne pas, mais c'est du génie absolu. Et la manière de raconter l'histoire à travers l'image de Mathieu Bonhomme, avec ce dessin synthétique, ce dessin, je suis admiratif et j'aimerais raconter des histoires comme ça. Alors, quand je sais que ça ne marche pas, je me dis, je vais peut-être droit dans le mur, mais voilà, avec un héros un peu mystérieux, qui est complètement introverti et qui se découvre au fur et à mesure des tomes, j'ai adoré ça. Et après, voilà, les influences, parmi les dessinateurs d'aujourd'hui, un gars comme Sylvain Vallée, il fait rêver tout le monde, je pense. Dans ses cadrages, dans sa manière d'animer. Enfin, moi, je suis admiratif de tout, donc je suis pas... Là, hier, je dédicaçais à côté de Romain Hugo, déjà rien que ça, moi ça me... Enfin, pour moi, tout est du bonus, de toute façon, en ce moment. Donc voilà, alors après, mes inspirations, j'adore P, Frank P, il n'y a rien à faire. J'adore Alex Séverin. Alex Séverin, c'est un dessinateur qui n'est pas très très répandu, mais qui a un dynamisme dans le dessin de ses personnages qui me fait rêver à chaque fois. Et puis j'adore Miguel Ángel Prado. Prado, c'est la magie de l'acrylique sur des petits formats. C'est un type qui travaille d'une manière que je n'arrive toujours pas à comprendre. Je me demande comment il fait. Et voilà, après tous les grands anciens évidemment, parce que moi maintenant que je suis dans la BD de voiture, je me rappelle du temps où je lisais Gilles Jourdan et du temps où je lisais les Spirou et Fantasio de Franquin, et ça me fait rêver de pouvoir dessiner comme eux des vieilles voitures. Enfin, eux c'était les voitures de leur époque, mais moi dessiner ces voitures là, voilà, ça me donne l'impression de très modestement rouler dans leurs traces. Alors Frank P, pour son approche du pastel, je me demande comment il fait pour arriver à rendre la lumière comme il le fait sur tous ses dessins. Tu sais, quand il fait des grandes illustrations dans le domaine de Zoo notamment, waouh. Ouais, l'approche de l'aquarelle. Après, moi je suis très copain par exemple avec... enfin, je suis très copain. Je suis un voisin et très ami avec Félix Menet. Et j'ai l'occasion de voir régulièrement son travail. Et lui aussi, c'est pareil, il a une approche de la couleur. Et une fois, j'ai eu l'occasion d'aller chez Marini aussi. Et quand on voit les planches en couleur directe du Scorpion, voilà, on est assis. Alors, et le pire, c'est qu'il dit, mais c'est simple, il n'y a pas de problème. Je vais t'expliquer. Non, c'est pas simple. Et c'est vrai que, en fait, il y a quelque chose à piocher chez tout le monde. Moi, je suis admiratif, par exemple, de la synthèse de Watterson dans Calvin et Hobbes. Et quand on voit les strips de Calvin et Hobbes, j'avais eu l'occasion de les voir à Angoulême en 2015, c'est bluffant parce que ça paraît simple, mais en fait quand tu les regardes de près, tu vois qu'il y a du blanc partout, tu vois qu'il y a du correcteur partout. C'est un type qui, en dépit d'un dessin simple, quand même recherche la perfection tout le temps. Voilà, donc il y a des choses à piocher partout et tellement de travail. Alors,